retour dans cette émission de l'autre journal avec nos invités Francis Napokura et Ferdinand Haïté. Nous allons aborder d'un autre secteur qui va aussi mal. On en parle depuis plusieurs années, mais ça ne change toujours pas. Il s'agit des phosphates du Togo. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui gère cette société, qui gère cette ressource qu'est le phosphate. Oui, Ferdinand, l'alternative a sorti beaucoup de dossiers sur cette situation. Aujourd'hui, où en est-on quand on parle de phosphate togolais? Oui, vous avez raison. Je pense que l'alternative est l'un des journaux qui a le plus sorti des dossiers sur le secteur des phosphates au Togo. Donc c'est un domaine qu'on maîtrise assez bien. Et les phosphates, c'est une longue histoire, une histoire assez triste pour les Togolais. Nous avons fait un dossier la semaine dernière par rapport au 24 janvier. Vous savez, toute l'histoire qui entoure le 24 janvier. Je ne veux pas rentrer dans les histoires d'accidents d'avion, attentats, je ne sais pas quoi. On sait ce qui s'est réellement passé. Mais je veux parler de la nationalisation de la CTNB. À l'époque, avant la CTNB, il y avait la Cotomide, et puis après la CTNB, on nous disait que les impérialistes avaient les actions majoritaires qui appartenaient aux Français. Et Adema, pour le bonheur du Togo, a décidé de nationaliser la CTNB. Sauf que la suite aussi a été un feuilleton dramatique. On ne sait pas aujourd'hui réellement ce que cette nationalisation a apporté au Togo. C'est vrai qu'on nous a parlé du boom phosphatier dans les années 75 et tout. Ça a permis, selon les dires, de construire quelques hôtels qui sont aujourd'hui totalement des bâtiments délabrement et tout. Mais quand vous allez aujourd'hui dans la zone phosphatière, lorsqu'on découvre des minerais ou une mine dans une région, l'exploitation de cette mine-là entraîne forcément la dépossession des terres auprès des paysans, des autochtones qui perdent les terrains et qui deviennent donc des gens vulnérables. Et donc normalement l'exploitation de cette ressource-là devait permettre un développement endogène, un développement de toute la zone. Développement s'entend les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, l'électrification, les routes et aussi certainement un quota pour employer les gens de la localité, que ce soit des ouvriers ou des cadres. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans la zone des phosphates, que ce soit dans le Vaud, dans les lacs ou accessoirement dans le Zion, c'est la catastrophe. C'est d'abord une catastrophe naturelle, parce que tout l'écosystème a été détruit. On a créé de nouveaux, je ne sais pas, en tout cas il y a une désorganisation de l'écosystème. Des villages ont été déplacés, relogés, les gens ont perdu la mémoire, ont perdu leur patrimoine culturel et cultuel. Ils ont perdu les cimetières, ils ont perdu tout. Mais ce qu'on leur a donné pour les reloger n'est pas à la hauteur des déplacements qui ont été faits. Nous sommes allés ensemble à Zéglé. Oui. Tu as vu les conditions dans lesquelles on a relogé les gens. Et à Dabati, il n'y a même pas de l'eau et tout ça. Et vous arrivez à Kpémé, c'est la désolation. Kpémé qui abrite l'industrie de traitement des phosphates avant que les navires ne viennent charger sur le quai minéralier, il n'y a pas une seule route goudronnée qui rentre à Kpémé. Il n'y a pas une voie goudronnée qui rentre dans c'est pas une ville, c'est un faubourg de Kpémé. Il n'y a rien. Et pourtant, Kpémé, c'est la pollution. Parce que l'usine de traitement des phosphates rejette dans la nature les particules de phosphate qui se déversent sur toutes les maisons environnantes, les localités. Vous portez un habit blanc comme le mien, en 10 minutes, 20 minutes, ça devient totalement rouge. Il y a les puits qui sont contaminés, les gens ont des problèmes d'yeux, les dents qui jaunissent, la mer qui est polluée. Et quand vous avez tout ce désastre environnemental, écologique, vous avez tout ce que je suis en train de décrire là, le manque d'infrastructures dans ces zones-là, et que vous voyez que ceux qui gèrent cette ressource-là, beaucoup de milliardaires en sont sortis. Vous vous posez la question de savoir à quoi ont servi les phosphates. Aujourd'hui, la SNPT, qui est une société de droit togolais 100%, est gérée par des Togolais, en tout cas sur les papiers.
il y a un organigramme qu'on a publié la semaine dernière avec le dossier que nous avons eu à faire. Tout l'organigramme est togolais. Il n'y a pas d'étrangers. Mais ces Togolais ne sont que des individus de façade. Le vrai gestionnaire est un étranger qui vient. Et quand il vient, tout le monde est au garde à vous. Il remet en cause toutes les décisions qui ont été prises. Même pas le conseil d'administration de la SNP, de l'ETP à l'IFG. C'est une série de scandales. Il y a un ancien directeur de l'ETP qui a dit à la conférence nationale qu'ils ont fait 11 ans sans comptabilité. Non, c'est plutôt chose. C'est le ministre Damépine devant l'Assemblée nationale. Ouais, qu'ils ont fait 11 ans sans comptabilité. Après, le scandale IFG, lorsqu'on a décidé de privatiser l'OTP en IFG, les 20 milliards les 20 millions de dollars que les juifs tunisiens ont injectés pour relancer la production ont pris une autre destination et ça a créé des problèmes. Ça a fini à la justice avec la nomination d'un administrateur provisoire qui était Panassa à l'époque, qui a été dégagé après parce qu'il a fait un audit qui a révélé que les détourneurs étaient dans l'entourage immédiat des Yadima. Et donc, pour régler ce problème-là, on a dû dégager pendant ça après, dès que Fort est arrivé. Et jusqu'à ce jour, personne ne sait où vont les recettes du phosphate. Alors, pour résumer en chiffres, l'année dernière, il y a eu une production record parce que la guerre en Ukraine a boosté aujourd'hui la filière phosphate. Et donc, les phosphates ont pris de la valeur et à cause de l'engrais. Et donc, le Togo a fait plus d'1 500 000 tonnes de production et avec un chiffre d'affaires de 186 milliards de francs CFA. Le phosphate était soit à 200 $ la tonne ou à 184 $ la moyenne. Et donc, quand vous faites le calcul, vous avez les chiffres. Et quand vous prenez les 186 milliards, on a les documents et tout, et les 186 milliards, vous constaterez que, selon les informations que nous avons recueillies, les charges salariales sont autour de 7 milliards 500. Parce que la SNPT emploie 1400 personnes en permanent et 500 en occasionnel qui sont souvent utilisés par les tâcherons. Et donc 7 milliards 500 pour les charges salariales. Et pour le carburant, parce qu'il faut faire tourner les machines et tout, ils consomment entre 12 et 15 milliards de gasoil. Et après, ils ont quoi? Ils ont pour le gasoil et tout ça, entre 12 et 15 milliards. Et puis ensuite, il y a le renouvellement des machines, qui n'est pas un truc permanent en réalité. Parce que quand vous achetez une machine aujourd'hui, ce sont des engins lourds. L'amortissement, c'est dans 20 ans, dans 15 ans, tout ça. Donc, l'entreprise dégage chaque année 40 milliards pour les machines. Mais ce n'est pas chaque année qu'on met 40 milliards dans les machines. Donc, quand vous enlevez les 15 milliards, vous enlevez les 7 milliards 500, vous enlevez les 15 milliards et les 40 milliards de 186 milliards, vous avez ce qui reste au moins. Et quand vous cherchez la contribution de la SNPT au budget de l'État, dans la loi des finances, cette année on en a cherché, on n'a pas encore vu les documents. Et pourtant ils ont voté la loi des finances. Si c'est moi, on a cherché. Cette partie de la contribution des sociétés d'État au budget national, cette partie a été expurgée volontairement du document qui circule. Personne ne sait aujourd'hui ce que la SNPT apporte, ce que le port apporte, ce que la LONATO apporte. Et pourtant on a voté la loi des finances qui doit être un document accessible à tout le public. Mais cette partie a été amputée. Donc, on ne sait pas véritablement à quoi servent tous ces fonds-là, où va l'argent. Donc, il y a fondamentalement un problème, et c'est ce que nous avons abordé, et nous nous sommes dit, au bénéfice des Yadema. C'est une analyse à contrario. Au bénéfice des Yadema qui nous a dit, j'ai nationalisé les phosphates pour le bien des Togolais, et que 20 ans après le décès des Yadema, ce sont les étrangers qui gèrent les phosphates togolais. Est-ce que ce n'est pas en prenant les gens dans leur propre jeu? Est-ce que ce n'est pas une manière de revenir à la case de départ?
Voilà la problématique. Et donc, voilà le sujet qu'on a abordé la semaine dernière. Et en lien avec le 24 janvier, où on nous dit, quelqu'un a failli mourir pour nationaliser les phosphates. Et aujourd'hui, ces phosphates se retrouvent dans les mains des étrangers. Et que les gens ne voient pas le bénéfice qui sort de l'exploitation de ce minerai, ni les gens qui vivent sur le site et dans la zone où c'est exploité, ni tous les Togolais. Non, mais c'est le paradoxe quand on voit encore les gens se regrouper pour dire qu'ils fêtent le 24 janvier avec des discours vieillots. On se demande si nous ne sommes pas en contradiction. On a dit que c'était un attentat. Un attentat, oui, lorsque un avion fait accident et on laisse sur... Parce que quand vous écoutez les discours, c'est ça, je dis, mais les familles même pouvaient même porter plainte pour non-assistance en personne en danger. C'est-à-dire que quand vous écoutez le récit du général Améi, après l'accident, il laisse les gens en agonisant là-bas, il suit Adema pour aller voir frapper à sa porte, aller voir sa santé, est-ce qu'il va bien. C'est quand il est sorti, selon le discours, selon le récit, qu'il dit, et les autres, allez les voir. C'est en ce moment qu'il est revenu à Sarakawa, c'est-à-dire quitter Pia pour arriver à Sarakawa. Et Adema même qui est parti à la maison, c'est pas normal. On doit punir sa sécurité parce qu'un chef de l'État qui a fait un accident, c'est pas dans sa chambre il se retrouve, c'est à l'hôpital d'abord. Donc vous voyez, quand vous écoutez on a compris. Oui, quand vous écoutez ces récits, mais vous savez, le chasseur qui fait le discours, qui raconte l'histoire selon la manière. Il faut que le chibier aussi rapporte ça. Mais quand vous savez, l'affaire OTP, IFG, SNPT, tout ça, ça fait froid au dos parce que vous voyez, j'avais suivi une fois, et ça doit être le DG Takou qui avait quitté, Charles Takou. Voilà, qu'on avait nommé directeur. Quand il était parti, comme c'est quelqu'un qui venait du port, parce que lui il était au port, il sait combien coûte un bateau de fiole. Ouais. Alors, au lieu que les camions viennent livrer le camion sur le site, lui il a opté que la société importe directement du fioul. Ouais. Quand il a fait une fois, deux fois, c'est ça qu'il a fait, on l'a vu dégager aussi parce que... Il mettait en danger les intérêts. Les intérêts des gens qui rentraient avec des camions citernes vides partaient. Avec des factures. Avec des factures, c'est la même chose quand vous allez au CHU Tokwe, qui ne peut pas produire son oxygène consommé sur place, alors que quand vous allez à Fagnan, vous allez à comment vous l'appelez, dans des petits hôpitaux, même Saint-Joseph ici, on produit son oxygène sur place. D'accord. Mais au CHU Tokwe, on ne le fait pas parce que les gens viennent avec les bonbons vides pour dire qu'ils ont livré, on fait la surfacturation et autres. Voilà comment ça fonctionne. Mais pour le phosphate togolais, Ferdinand décrit l'environnement. Quand vous voyez les Dagwati, les Haoté, mais on allait à Haoté dans les années 96, mais il n'y avait pas d'électricité en ville. Mais à Haoté, il y a une cité pour les travailleurs. Qui est même en délabrement aujourd'hui. Oui, qui est en délabrement. Ils ne sont même pas capables d'entretenir ce qu'ils ont construit. Ce qu'ils ont construit. Mais une cité où il y a même piscine. Et en ville, il n'y a pas de l'eau pour les populations. Mais la dernière fois, je crois, ça doit être à Dagbati ou mais quand vous voyez, même les choses, nos idoles, les bas ont reçu un coup. Non, tout ça. Si, mais c'est pas sérieux. Pendant ce temps, les gens qui travaillent là-bas, qui ont eu des postes de responsabilité, ils ont ils sont sortis milliardaires, ils ont des domaines au Togo et à l'extérieur. Comment on le dit, c'est crime contre l'humanité. Oui, contre l'humanité. Mais vous savez, aujourd'hui on est en train de voir en Afrique partout pousser des procès. Et on est en Guinée, on est en Mauritanie et autres. Mais il faut que les gens se mettent à la tête que demain, ils peuvent répondre. Pour leur fils. Oui. Ceux qui auront bénéficié de leur bien. De leur bien. De leur bien. C'est du coup. Quand vous prenez le pays, la gestion du pays, c'est pas une épicerie, mais les gens sont conscients. C'est moins que ça. Les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que
c'est à nous, on va manger Comme on veut. comme on veut. Vous n'avez rien. Crier, vous criez. Nous, on continue, le chien en bois. Nous, on prend tout. Les chiens en bois, la caravane passe. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Le phosphate a plus de la valeur. Vous savez, en tout temps, même l'exploitation était même descendue à 12 000 tonnes. Et à 12 000 tonnes, ce n'est que peut-être pour rémunérer quelques charges fixes. Mais aujourd'hui, où on est jusqu'à 1 500 000, mais on doit pouvoir le sentir dans le budget. On doit le sentir. Le budget, c'est un document, la loi des finances, c'est un document qui doit être transformé. Mais quand vous prenez cette loi des finances, mais cette page-là a été soustrait. On a cherché chez même les gens du ministère, même chez les députés. Les gens disent non. Je dis même chez les députés. Les députés n'en ont pas. Et dit, mais vous avez voté la loi des finances, pourquoi? On vous a dit que... C'est une partie que vous avez voté. On vous a dit que les recettes non fiscales seront 60 milliards environ. Et vous acceptez que 60 milliards... Mais quelles sont les composantes de ces recettes non fiscales? Mais dites-nous combien l'OTP et le... moi je n'arrive même pas à appeler SNPT, OTP. Moi c'est OTP. Si on peut retourner à la CTLB, mais combien l'OTP rapporte, combien la LONATO rapporte la dernière fois. La caisse de sécurité sociale. Un exemple, au Bénin, ça a été bien dit que même leur LONATO, mais a publié même les chiffres. A publié les chiffres. Mais qu'est-ce qui fait honte aux Togolais? Qu'on puisse avoir la performance de votre gestion, de votre gouvernance. Normalement, c'est des gens qui doivent à chaque année passer devant l'Assemblée nationale, ou bien devant une commission spécialisée, à qui le directeur propose son programme pour l'année, et on en discute, et on valide, la commission peut revoir à la hausse, mais dès lors que vous n'atteignez pas le résultat, vous êtes dégagé. Normalement, c'est comme ça doit être la personne. Et ça doit faire le mouvement au niveau de chaque société. Regardez aujourd'hui la CET. Totalement faillite. Mais la société, délestage. c'est délestage. C'est délestage. Tout moment. Et ce qui se passe, je dis, ça vaut également pour la régie. On vous fait un devis de venir payer. Vous allez vous payer le devis. À 1 an, on ne vous a pas branché. On dit que le matériel n'est pas là. Les matériaux ne sont pas là. Mais sur quelle base vous avez fait un devis? Demandez au postulant de venir payer. Ça veut dire que c'est le postulant qui finance votre fonds de roulement. Le préfinancement. Mais préfinancement. Et la personne demande de l'eau à boire. Ailleurs, l'eau, on tire, on passe. Ça coule de source. La personne demande de l'eau, vous ne lui fournissez pas de l'eau, vous lui demandez de venir payer le devis. C'est pas 100 000, c'est pas 500 000, c'est plus au-delà. Et la personne se vient et il vous paye. Maintenant, vous ne pouvez pas lui brancher l'eau. On ne peut pas venir lui poser le compteur d'électricité parce qu'il y a eu un différend entre la ministre de l'énergie et le directeur de la CET pour la commande des compteurs. La ministre a trouvé plus cher, le directeur a trouvé moins cher. On dit que non, que pour le directeur c'est trop moins cher, on va acheter ce qui est plus cher. Vous imaginez? Donc on n'a pas la performance de nos sociétés d'État. Ce qu'il doit faire pour que les sociétés puissent... La caisse, il a dit, la caisse nationale de sécurité, où les gens cotisent. Les gens prennent pour investir même jusque dans les brasseries. Les gens prennent pour construire des villas, des immeubles à des milliards qui sont loués, vendus à des milliards. Mais on n'est pas en mesure de relever un tant soit peu la pension de retraite. Les allocations familiales. Oui, qui est le tiers ou le quart. Les allocations sont à 2000 francs. Les allocations familiales sont à 2000 francs. Depuis 50 ans. Ça fait partie même de la prochaine sortie de Tampa Express, parce qu'il y a nécessité de pouvoir arrimer également la retraite de la Caisse nationale de sécurité sociale sur la retraite de la caisse de retraite qui est 80%. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Nous avons
une société phosphatière, vous allez à Pémé. Il a dit, c'est l'eau, même l'eau de mer. Les gens de là ne peuvent plus manger poisson frais. Alors que c'est ce que Dieu leur a donné. Tout est contaminé. Tout est contaminé. Vous voyez même l'érosion qui va prendre même la société. L'érosion va prendre l'usine. Ça, là, les gens ne réfléchissent pas. Ils ne travaillent pas pour rejeter. On attend encore les fonds de l'Union européenne pour venir faire de la Banque mondiale, pour venir empêcher de l'eau d'envahir, de prendre l'usine, qui donne de l'argent. Vous imaginez? Donc, vous allez là-bas, il n'y a pas de route. C'est la catastrophe. Qui passe dans Pémé. J'étais à l'école, le collège de Pémé. Je vous dis que l'électricité, le circuit électrique là, est tellement vétuste que, en tout cas, de toutes les façons, un jour, il risque d'avoir un incendie là-bas. Est-ce que vous voyez? Ce qui est grave, Franco, dans les zones où on fait de l'exploitation minière, il y a des centres de santé spécialisés. Parce qu'il y a forcément des dégâts. Donc, à Pémé, par exemple, il n'y a pas d'ophtalmologue. D'abord, il n'y a pas un centre de santé digne, il n'y a pas un hôpital. Et pourtant, la SNPT ou l'OTP aurait pu construire un hôpital de référence, soit à Pémé, soit à Vougan. Non seulement pour elle-même ses employés, mais pour la population. Parce que l'exploitation du minerai a des conséquences sur la population. Donc, à Pémé, par exemple, les gens qui ont des problèmes d'yeux, il faut un ophtalmologue dans un centre de santé de référence pour les entretenir. Ceux qui ont des problèmes de dents qui jaunissent, il faut des dentistes spécialisés dans la zone. Ceux qui ont des problèmes de contamination, puisqu'il y a tellement d'études qui ont été faites par même les universités togolaises qui montrent la présence de métaux lourds dans l'eau, qui est rejetée dans la mer et qui se retrouve aussi dans les puits là-bas. Donc, quand on parle de métaux lourds, vous connaissez les conséquences. Donc, il faut un centre spécialisé de traiter pour traiter les gens. Mais il n'y a pratiquement rien. Et à côté, il y a des gens qui s'enrichissent à coups de milliards. Et ça, c'est criminel. Et donc, quand on revient même à la SNPT ou à l'OTP, vous voyez même les conditions de travail des agents. Le SMIC à la SNPT, c'est 43 000. Ça veut dire qu'on vous recrute comme ouvrier à la SNPT, c'est 43 000. Dans une zone minière qui produit des milliards, c'est 43 000. Maintenant, le directeur de la SNPT est aujourd'hui au salaire brut à 12 millions. Donc, quand vous calculez les 43 000 francs, la disparité. Et quand vous voyez le contraste entre ce que l'ouvrier gagne et ce que le DG gagne, vous avez le nombre de SMIC que vous retrouvez dans le salaire du DG. Et vous avez d'autres cadres. Et maintenant, le problème à la SNPT, c'est aussi ces directeurs qui ne veulent pas partir. Et que celui qui gère, qui est l'étranger, il fait tout pour maintenir. Parce que le conseil d'administration a décidé de consulter un cabinet pour recruter de nouveaux dirigeants. Parce qu'il y avait plusieurs qui partaient. On a même consulté un cabinet, les critères et tout. Quand l'Israélien est venu, il a tout remis en cause. Il a re-signé des contrats à tous ceux qui partaient déjà à la retraite, pour 1 an, 6 mois pour certains. 10 mois. Les gens gagnaient 10 millions, ils sont partis à la retraite, ils gagnent 12 millions. C'est-à-dire, c'est quand tu pars à la retraite qu'on augmente ton salaire. Et puis vous comprenez, et vous voyez par exemple en France, ou dans les pays européens, où les gens se battent pour partir tout à la retraite, pour pouvoir aller et jouir de ce qu'ils ont cotisé pendant 30 ans, 40 ans de service. En Afrique, parce que les gens sont dans la rue en France contre Macron, c'est parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas partir à la retraite à 67 ans. Ils veulent partir à 60 ans, 65 ans, 63 ans. Mais au Togo, les gens sont partis à la retraite il y a 15 ans, ils sont toujours en fonction. Et du Togo, les gens sont partis à la retraite il y a 10 ans, ils sont toujours en fonction. Les gens se battent pour ne pas partir à la retraite. Quand est-ce que les jeunes cadres qu'on a recrutés dans la société, les ingénieurs qui sont arrivés, ils vont avoir un plan de carrière pour devenir eux aussi demain des responsables. Et pour la SNPT, après, c'est depuis 52 je pense, donc après 60 ans, 65 ans d'exploitation, les phosphates tels que nous les connaissons, les phosphates clairs, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est en surface. Parce que ce n'est pas un phosphate qu'on va chercher en profondeur. C'est même l'aberration du Togo. Et on a un confrère qui a l'habitude de dire que les gens puisent le sable, ils vendent, ils font faillite. Donc, ce phosphate clair-là, qu'on trouve
aura le sol. Après 2 couches, 3 couches, c'est pas comme le phosphate marocain, il faut investir, il faut aller en profondeur, dynamiter le sol. Si on continue au rythme de 1 500 000 tonnes par an, en 7 ans, le gisement est épuisé. C'est-à-dire, le phosphate qu'on a commencé par exploiter depuis les années 50. Je précise bien, les phosphates qu'on a commencé par exploiter depuis les années 50. Dans 7 ans, il n'y a plus de phosphate. Alors, quand vous faites le bilan, parce que là, ils sont à Veta, la carrière, toute la zone de Kégué, tout ça est sur le phosphate. Ben, on ne peut pas détruire la ville pour venir jusque-là. Donc, ils vont s'arrêter à un moment donné, mais il n'y aura plus de phosphate. Quand on fait le bilan, toute cette zone où on a exploité les phosphates, ça a apporté quoi? Et après, ils vont entamer les phosphates carbonatés qu'ils ont découverts, qui sont beaucoup plus en profondeur dans la même zone et qui sont, elles, à des milliards de tonnes de réserves. Après, ils vont attaquer les phosphates de Bassa. Ils avaient tenté le fer de Bangéry. Et donc, ils vont attaquer les phosphates de Bassa. Et donc, aujourd'hui, l'exploitation de ces phosphates-là n'ont pas profité à la région où ça a été exploité. Ça n'a pas profité aux employés, c'est-à-dire aux cadres, aux ouvriers, là-bas, à part la minorité. Ça n'a pas profité à tous les Togolais que nous sommes. Parce que si aujourd'hui nous parlons de manque d'infrastructures, on parle même de manque de commissariat central. On dit qu'il n'y a pas de centre culturel, il n'y a pas de musée. L'argent qu'on prend dans les phosphates là, au moins une partie aurait pu servir à doter le pays d'infrastructures. Et donc, il y a un problème avec notre loi de finances. Ce n'est pas normal que le Bénin qui est à côté, qui n'a pas de ressources minières, conséquemment par rapport au Togo, parce que les Béninois n'ont que le coton, encore que le coton c'est l'homme qui cultive, et ça dépend de la nature. Et donc, le Togo qui est un pays béni par la nature, où il y a une concentration de richesses minières sur ce bout de territoire, du sud jusqu'au nord. Aujourd'hui, on exploite le manganèse. Et de Naïga ou bien je ne sais pas quoi. Personne ne sait tout ça. Il y a toutes les cimenteries qu'on exploite depuis la zone nord jusqu'au sud, où il y a les cimenteries partout. Personne ne sait ce que ça rapporte. Il y a le phosphate, il y a l'or. On sait qu'une grande partie de l'or transite par le Togo, mais dans le truc de litieux, l'or est le troisième minerai que le Togo exporte. Et qu'on dise que, avec le port en eau profonde et tout ce que nous avons comme atout, le Togo n'est pas capable d'atteindre 2000 milliards de budget. Et que le Bénin est à presque 2500 milliards ou 3 milliards. 3 000 milliards. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'argent qui disparaît quelque part. C'est pour ça que Francis a raison, en bon économiste, de dire, quand on dit aux députés qu'on a les recettes non fiscales de 60 milliards, quelles sont les composantes? Quand on vient nous dire au port que le volume de traitement de conteneurs a augmenté, ça veut dire que les recettes ont aussi augmenté. Ils ne parlent que de volume. Quand ils invitent les journalistes, ils disent oui, nous avons augmenté le volume de traitement de conteneurs. Les recettes sont où? Ils n'en parlent jamais. Alors le port rapporte quoi? En réalité, qu'est-ce que le port rapporte? Donc, qu'est-ce que la Lonato rapporte? Parce que la Lonato, c'est ce qui reste aujourd'hui aussi à tous les jeunes qui sont chômeurs. Vous les voyez tous là en train de jouer. En train de jouer dans les kiosques. C'est des milliards que l'État ramasse là-bas. Et la Lonato n'investit pas grand-chose. À part acheter les machines, ils n'investissent quoi? Rien. Il n'y a pas d'investissement lourd que la Lonato peut prétendre aujourd'hui faire. L'argent va où? La Caisse nationale de sécurité sociale. On parle de Togocom. L'État a quand même 49%, s'ils ont cédé 51% aux Malgaches. Alors, on parle de toutes les cimenteries, que ce soit Wassem, que ce soit à part Wassem, Simtogo, Diamond. Tout ça, ces gens-là. Nous sommes allés à Sikakondi. Je ne sais pas si je suis allé avec toi. Non. Je suis allé à Sikakondi pour faire un reportage et pour voir la zone minière. Vous arrivez à Sikakondi? C'est la zone des gens de Simtogo, leur grosse boîte, là, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Scan. Vous allez à Sikakondi. Le contraste est révoltant. Vous avez une cité avec des villas qui sont des mini-châteaux. Une cité totalement clôturée, sécurisée, bunkérisée, voilà le terme. Il y a même des cours de tennis et tout. Où sont logés les cadres et les blancs. Et vous avez à côté le village Sikakondi, qui est une... ce n'est même pas... quand vous voyez les habitats, vous voyez le village même, vous voyez les habitats, là où les gens dorment, vous versez les larmes. Donc vous avez un monde
qui est un paradis à côté de l'enfer. C'est comme ça que j'ai décrit ça. Je suis allé moi-même, j'ai fait des vidéos là-bas, à Sikakondi. Et la route pour y aller, c'est la catastrophe. Quand il pleut, c'est encore pire. Le marché de Sikakondi, qui fait face à la fondation Scan Togo, quand vous voyez l'état du marché, on a construit juste quelques hangars. Il n'y a rien dedans. On a mis 3 ou 4 lampadaires, comment on appelle ça, solaires, qui même sont grillés. C'est une catastrophe. Et vous voyez l'extrême pauvreté des populations. Et vous avez l'usine à côté qui tourne 24 sur 24, qui dégage dans la nature et tout ce qui est pollution et tout. Et vous vous posez la question de savoir, tout ça, ça va où? On a fait les Panama Papers ici. Oui. Et on sait tout ce qui a été épinglé dans cette histoire. Aujourd'hui, il y a les journaux qui continuent de décrire sur Wassem, qui déclarent des chiffres qui ne sont pas clairs. On a vu ça, les journaux aujourd'hui. Et nous, il y a plus de 6 ans, on avait déjà parlé de ça. Et vous allez à Wassem, vous savez, les gens de Wassem, ils sont venus ici, ces Indiens, ils sont venus prendre la Simao à 0 francs. La Simao qui était un projet régional, les machines n'étaient pas gâtées. Donc ils sont venus, ils ont juste dépoussiéré. Ils sont venus au Togo les mains vides. En 10 ans d'exploitation au Togo, ils sont devenus milliardaires. Ils ont essaimé partout, au Niger, au Burkina, au Mali. C'est du Togo qui sont allés partout, au Ghana, même au Congo, à Mindouli. Et leur patron, quand il vient ici, il vient en jet privé. Mais ils sont venus ici en avion de ligne. C'est-à-dire, ils étaient peut-être même en classe éco. Souvent, ils venaient ici, seuls leur troller. Oui. Et aujourd'hui, ils sont devenus milliardaires. Ils ont même démonté une machine là-bas, à Tabligo là-bas, qui est une machine très chère, puissante, qu'ils ont mis sur un porte-char, qu'ils ont acheminé jusqu'au Niger. Nous l'avons écrit dans les Panama Papers. Personne n'a réagi. Comment est-ce que cette machine est sortie du Togo? Personne n'a rien dit. C'est un piège. Personne n'a rien dit. Maintenant, vous arrivez à Tabligo. Vous voyez l'état de la ville de Tabligo. Vous voyez la poussière dans Tabligo. Vous avez une fois vu le tribunal de Tabligo? Ah oui. C'est un nid de poussière. C'est une case. C'est une case. Le tribunal de Tabligo, qui est une ville coloniale en plus. Hein. Tabligo est une ville coloniale. C'est la poussière. La route qui quitte le rond-point pour aller à la préfecture, qui ne fait pas 1 kilomètre. Je ne sais pas si elle a été réaménagée maintenant. Vous pouvez faire 25 minutes sur ça. 25 minutes pour aller à la préfecture. Et les infrastructures que vous trouvez à Tabligo, comme par exemple la résidence du préfet, sont des infrastructures coloniales. Mais il n'y a rien dans la ville. Et pourtant, la mine, l'usine est dans la périphérie de la ville. Donc tout ce que l'usine dégage comme pollution, ça rentre dans la ville. Mais il n'y a pas un hôpital un minimum à Tabligo. Quand vous avez une complication à Tabligo, il faut aller à Fagnan. Quand vous avez une complication à Tabligo, il faut aller à Fagnan. Chez les prêtres. Il faut aller chez les prêtres à Fagnan. Donc ce n'est pas normal. Alors, la minorité qu'on a eu à dénoncer dans ce pays, nous sommes la voix des porte-voix. Il faut que la minorité cesse d'être trop gourmande. Pour que la majorité aussi puisse respirer un peu. Parce que les gens sont tellement amassés que ils ne sont plus humains. Ils continuent d'amasser, alors que la majorité est dans la misère. Qu'est-ce qui empêche par exemple de dégager les fonds pour construire dans toutes ces zones que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, des centres de santé, des écoles modernes, d'amener l'électricité, d'amener l'eau, pour que les populations puissent se sentir à l'aise, de faire les voies, puisque l'usine dégage des milliards. Donc voilà la situation de nos sociétés d'État en partant des phosphates. Et aujourd'hui, au niveau des employés dans la zone phosphatière, là aussi, ils ont multiplié les syndicats pour opposer les agents entre eux. Les agents, ils sont à 6 syndicats. Donc, quand certains veulent aller à gauche, d'autres vont à droite. Donc, on les balance à gauche, à droite. Et donc, ils n'ont pas l'organisation nécessaire pour peser sur les décisions, pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et avec les nouvelles lois votées sur les grèves par le ministre de la fonction publique, les gens sont limités dans leurs revendications. Et donc, ils sont à un SMIC de 43 000. Et on ne sait pas s'ils vont arrimer ça maintenant au SMIC qui vient d'être voté. Et en plus, on voit bien les conditions dans lesquelles les gens travaillent. C'est pas normal. C'est le traitement de la zone franche. 43 000, c'est le traitement dans la zone franche. Et vous voyez, c'est que
ce qu'on demande à la gouvernance, ce n'est pas de l'aumône. Quand vous voyez toutes ces entreprises, tout ce qui est extraction, derrière, il y a une étude d'impact environnemental et qui oblige, qui astreint ces sociétés-là à un minimum, sinon à un cahier des charges social et autres vis-à-vis des localités. Et aujourd'hui, la responsabilité sociétale des entreprises, on ne doit pas y échapper. Au fait, c'est ça aussi qui peut donner un bon visage à la politique du chef de l'État. Si par exemple, toutes les entreprises, moi je prends par exemple, il a parlé tout à l'heure des fers, les fers de Bangély. Ouais. Quand la société Miam était venue, nous avons fait les SUSLIX, où on a fait les SUSLIX ici, qui est une enquête transfrontalière, où on a vu que les Indiens qui géraient ces sociétés ont planqué de l'argent en Suisse. On a fait une grande enquête là-dessus, l'alternative. Alors que quand vous prenez le document, c'est un document comme ça d'environ 400 et 300 pages, mais c'est consigné dedans ce que l'entreprise doit faire en faisant les extractions. Imaginez que c'est aussi un minerai à ciel ouvert, puisque c'est la montagne qui sont en train de dynamiter. C'est la montagne qui sont en train de dynamiter. C'est-à-dire que c'est à l'air libre. Donc du coup, quand ils travaillent en haut, quand les bulldozers travaillent, vous avez les cases qui se fendent. Mais les trous, les puits ont été pollués, les cours d'eau, ou même il y avait des projets de financement de l'aquaculture et autres qui ont été stoppés parce que l'eau est déjà contaminée. Vous voyez, ils n'ont rien fait comme centre de santé, même école, rien. C'est comme ça. Et maintenant, ils ont disparu. Ils ont disparu. Bien. Et une étude, sinon montre, le professeur Djeteli et ses collègues avaient fait une étude qui montre que dans les minerais, il y a de l'or. Et là, c'est ce que l'autorité même là, je ne sais pas si l'autorité se rend compte que ce que les gens disent qu'ils exploitent, il y a autre chose qui est cachée dedans, qui doit les faire ouvrir les yeux. Parce que à l'époque, les spécialistes nous avaient dit que la quantité de minerais qu'on sort de là, sauf que c'est une exploitation artisanale, sinon, si c'est minerai industrie, il ne peut pas arriver, c'est-à-dire s'ils avaient vraiment investi, la quantité qui sort ne peut pas faire couvrir les charges. Donc il y a autre chose qui était caché derrière. Donc maintenant, quand nous prenons nos sociétés d'État, où il y a des gens qui veulent mourir au bureau en fonction. Et dit Togo. Oui. Où les gens veulent mourir en fonction. Les gens ont fini leur carrière. On leur fait encore des contrats. 2 ans, 3 ans, ils sont là, 15 ans, 10 ans. Mais les gens ont des cumuls de fonctions. Mais, M. Fornia Singbe, mettez tout ce monde-là out. Les gens qui ont 2 postes et autres. Vous avez d'autres partisans qui veulent aussi, ou bien qui ont besoin aussi de promotion. Ou bien, nous, on ne dit pas de nous donner. Nous, c'est qu'on est déjà condamné. Mais donnez à vos proches, ceux qui sont là, qui militent au nom de votre parti, que eux aussi, ils ont besoin de promotion, ils ont besoin d'évoluer. Et vous allez voir, la richesse va étendre, n'est-ce pas, ses ailes, et c'est le pays qui va... qui va se décoller. Ceux qui sont là, il y a des gens qui ont amassé de l'argent, qui ne savent même plus quoi faire avec. Mais comme c'est devenu la kleptomanie, ils mettent ça dans les politiques. Ils sont au poste, ils sont obligés de continuer par ramasser. Dégagez-les pour qu'ils aillent dépenser leur argent. Ceux qui ont choisi d'aller s'installer au Canada, parce qu'on nous a dit qu'il y a beaucoup qui ont des... Le Canada même a décidé maintenant de ne plus vendre les maisons d'habitation aux étrangers. Parce que les gens, non. Mais quand on vous dit, les gens sont partis immensement mettre de l'argent à l'étranger. Maintenant c'est Dubaï. Sauf qu'un scandale va arriver à Dubaï et bientôt. Et parce que les gens pensent que parce que le circuit occidental est fermé, on leur pose trop de
trop d'obstacles, maintenant on leur demande des justificatifs. Voilà. Ils vont à Dubaï. Mais Dubaï, ça va éclater. Oui. Ça va éclater bientôt. Sinon, donc, la nationalité, bientôt. Même si dans la nationalité, il n'y a pas de problème. Ça va sortir. Okay. Tout va sortir. Tout va sortir. Et le monde étant aujourd'hui un village planétaire, il ne faut pas penser que quand vous allez vous cacher quelque part, des milliards quelque part, vous êtes à l'abri des regards. Non, ça va sortir. Vous allez voir bientôt ce qui va se passer. Et moi, je dis, aujourd'hui, nous avons... Et nos sociétés sont gérées dans l'opacité totale. Cette année, nous sommes dans une année électorale. Quand vous allez observer bientôt quel DG de telle société va donner l'argent pour unir, quel va commander des tricots. Et pourtant, c'est des sociétés, par exemple, qui n'arrivent même pas à donner l'eau potable, qui n'arrivent pas à donner l'électricité, mais on trouvera de l'argent pour commander des gardiens pour une campagne électorale. Il y a des gens qui nous ont touchés à la rédaction ici, qui nous ont dit, ils sont vers la Pesito, le contournement là-bas, où on a mis les... Comment vous appelez ça? On a déployé le réseau, on a mis les... Comment ça s'appelle ça? Les bouts des réseaux là, électricité. Oui. Et que depuis, ils n'ont pas d'électricité. Les gens sont dans les araignées depuis 1 à 2 ans. Et quand vous continuez pour aller à Mwepé là, il y a les lampadaires. Il y a des lampadaires qui ne s'allument jamais. Depuis qu'on les a mis, ces lampadaires ne s'allument jamais. Et donc, les gens qui sont vers les Bassito, à Pesito, en allant là, vous allez voir qu'ils sont dans les araignées. Et c'est l'Union européenne et l'Allemagne qui donne l'argent pour faire maintenant des branchements pour éliminer les araignées. 63 ans après les indépendants, c'est le blanc qui vient vous donner l'argent pour brancher les poteaux électriques. Est-ce que c'est normal? Et après on dit qu'on est national. Oui. Est-ce que c'est normal? Je peux vous lister 5 projets que finance l'Union européenne, l'Allemagne et la Banque mondiale pour éliminer les araignées, autant autour de Lomé qu'à l'intérieur du pays. Et pourtant, nous clamons partout que nous sommes souverains, qu'on est, je ne sais pas, panafricains, mais si vous êtes souverain, les services de base d'un pays souverain, c'est de donner de l'eau à boire à ses populations, de donner de l'électricité, de construire des centres de santé. Et je vous donne le cas, les gens, on les appelle, venez payer votre devis. Les gens vont, on leur fait le devis, 500 000, 1 million, 2 millions, vous payez, vous faites 1 an, vous n'êtes pas branché. Ouais. On dit que nous n'avons pas du matériel. Ouais. Mais vous n'avez pas du matériel. À base de quoi vous avez fait le devis pour disons l'abonné. Ouais. Hein? Et les gens sont là comme ça. Maintenant, on dit, peut-être on attend encore l'Union européenne ou chose pour venir financer et choses. Non, il faut que vraiment la gouvernance assainisse beaucoup de choses. Ce budget qu'on nous présente là, si on veut vraiment déclarer l'argent que produit ce pays, on pourrait le double de ce budget. Quand vous voyez dans l'un de nos articles, nous avons donné la version critique de la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est une maxime totalement fausse parce que si une plus belle femme est tombée sur un mari infertile, elle ne donnera rien. Elle ne donnera rien. Non. Voilà, mais aujourd'hui, quand nous prenons la gestion de pratiquement les sociétés, je prends les sociétés d'État, on nous dira que le port autonome de Lomé peut-être a fait un peu plus de 30 milliards l'année dernière, mais c'est la gestion que nous voyons. C'est-à-dire que le port doit dépenser tout, faire même subvention des miss et tout, avant de partager le reste avec l'État comme dividende. D'accord? Alors que c'est une société qui roule en RTG. Donc, normalement, les recettes du port, le port doit avoir une subvention de l'État, les recettes versées au trésor public. Ah oui, mais quand vous voyez, on dit qu'on a créé quelque chose qui est guichet unique pour le commerce extérieur. Mais il n'y a que des petites factures qui vont dans le guichet unique. Le circuit. Les gros passent à côté. Le système douanier et autres, le gros passe à côté. Donc, c'est ça. S'il faut déclarer vraiment ce qui est collecté, on doit être largement au-delà de ce qu'on nous affiche. Donc, c'est ça que nous fini. Il y a des scandales dont personne n'en parle. Et vous avez vu l'immeuble là de l'Onato là qui est sur le boulevard là, que personne n'occupe là, qu'on a dit qu'on a construit à combien de milliards, qui est un scandale qui est inoccupé.
au boulevard là. Vous connaissez le boulevard, l'ancien Lonato là. Oui, vous avez vu l'immeuble. Vous voyez l'état de l'immeuble? Est-ce que vous pensez que c'est un immeuble qui a été nouvellement construit? Vous voyez l'immeuble? Et donc ceux qui ont fait ça, ils sont là, ils circulent. Personne ne leur dit rien. Et ça, c'est l'argent du pays, c'est l'argent du contribuable. Donc quand vous gérez un pays comme ça, vous assurez l'impunité aux prévaricateurs, aux détourneurs, aux gens qui prennent les libertés avec l'argent public. Parce qu'aujourd'hui, la tendance c'est que quand on vous nomme, il faut voler. Quand vous ne volez même, quand vous ne volez pas, les gens sont même surpris. Les gens, même votre propre communauté va vous en vouloir. En disant, mais on a mis des gens là-bas avant toi, ils ont volé. Donc, les gens qui dénoncent aujourd'hui ce système de prévarication, c'est eux que les gens veulent. On dit oui, mais c'est toujours vous parlez, c'est comme vous êtes jaloux. Mais non, mais quand vous êtes aux fonctions publiques, vous ne pouvez pas vivre au-delà de vos salaires. Si vous voulez vivre au-delà de votre salaire, vous allez dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans les affaires. Donc aujourd'hui au Togo, ce sont les fonctionnaires et les gérants des sociétés d'État qui sont des milliardaires. Les hommes d'affaires n'ont pas l'argent. Non, c'est en Somalie. On n'a pas de Dangote au Togo, on n'en aura jamais. Nous disons souvent que tous les Togolais sont contre la corruption, sauf quand il accède là où il faut détourner aussi. C'est en ce moment qu'il oublie qu'il y a ce qu'on appelle la corruption, le détournement. Donc, mais ce que fait, c'est extrêmement grave. Les gens ils prennent l'argent de l'État, ils font de n'importe quoi. Et on laisse. Mais il faut que chacun sache que si vous avez un malaise, ou vous faites un accident, ou un membre de votre famille, un ami ou chose, et que vous l'amenez à l'hôpital, d'abord, que vous n'arrivez pas à trouver une ambulance ou les sapeurs-pompiers, d'ailleurs même qui sont des transports en commun. Ça c'est, oui, le véhicule de sapeurs-pompiers n'assure pas le minimum de soins. C'est pas un véhicule médicalisé. Oui, quand on vient, on vous transporte, on va vous déposer, voilà, au CHU. Donc que les gens sachent que si vous n'arrivez pas à trouver l'ambulance, vous n'arrivez pas à trouver le sapeur-pompier, que vous arrivez à l'hôpital, on ne peut pas vous fournir un premier soin qu'on attende, puisque les soins tous les soins sont payants au Togo. Si vous payez l'ordonnance, on commence par vous payez la facture, on commence par vous soigner. Si vous ne le payez pas, vous restez là-bas. Donc que chacun sache que si tout ça la manque et que par malheur on meurt ou la personne meurt, ce n'est pas la faute de nous tous. C'est tous ceux qui encouragent la dilapidation des fonds, tous ceux qui encouragent la mauvaise gouvernance. Parce que ceux-là qui sont au sommet, ils ont tout. Il y a des gens ici qui crient, je vais aller voir mon médecin à Paris, il rentre dans l'avion, il arrive à Paris, il oublie qu'il a un mot de tête. Il va y faire les empreintes, il rentre dans le magasin, il revient. Les gens se comportent comme ça. Donc, ils ont tout, ils ont même parfois des soins de proximité, et dans des petits centres où ils savent qu'ils ont mis de l'argent, mais c'est pour eux, c'est pas pour le grand public. Voilà ce que j'avais. Merci beaucoup Francis. On espère que ça rentre dans les oreilles indiquées que tout cela va changer un jour.